Dès les premières heures du jour, une tension sourde semblait envelopper Montpellier, comme si la ville elle-même retenait son souffle face à ce qui allait se jouer. Le procès de Charles ne représentait pas seulement une étape judiciaire, mais un point de bascule silencieux où plusieurs destins allaient se heurter, se fissurer ou, au contraire, se consolider dans le mensonge. Muriel, elle, avait choisi de courir. Non pas pour le plaisir ni pour entretenir une quelconque discipline physique, mais pour tenter d'échapper à l'oppression qui lui serrait la poitrine depuis la veille. Chaque foulée sur le bitume humide ressemblait à une tentative désespérée de repousser l'inévitable. Dans son esprit, les images se bousculaient, Charles à la barre, Florent face à lui, les regards scrutateurs, les silences trop lourds. Elle connaissait Charles mieux que personne, ou du moins elle le croyait. Et pourtant, quelque chose en lui échappait désormais, quelque chose d'obscur, de fragile, qui risquait de se briser sous la pression. Dans le même temps, Boris tentait d'endosser le rôle du pilier. Il n'était pas dupe de la gravité de la situation, mais il refusait de céder à la panique. Face à Charles, il adoptait une posture calme, presque rassurante, comme s'il pouvait contenir à lui seul le chaos qui menaçait de surgir. Il lui parlait avec une douceur calculée, lui répétant que tout irait bien, que rien ne devait l'atteindre tant qu'il restait fidèle à sa version. Mais derrière cette façade, Boris lui-même ressentait une inquiétude diffuse, une intuition qu'il n'osait formuler, et si Charles ne disait pas toute la vérité ? Charles, justement, se tenait dans un silence tendu. Il écoutait, acquiesçait parfois, mais son regard trahissait une lutte intérieure bien plus complexe que ce qu'il laissait paraître. Il savait que ce procès ne se limitait pas à une question de culpabilité ou d'innocence. Il s'agissait de loyauté, de peur, et peut-être même de sacrifice. Car ce qu'il gardait enfoui en lui ne concernait pas uniquement sa propre survie, mais celle d'un autre. Et ce poids, il le portait seul, incapable de le partager sans tout faire basculer. Pendant ce temps, ailleurs, une autre bataille se préparait, plus silencieuse mais tout aussi déterminante. Alain, dès l'aube, avait pris son téléphone pour appeler Flore. Sa voix, habituellement posée, trahissait une urgence inhabituelle. Il lui annonçait ce qu'il redoutait depuis des jours. Clémence était en train de sombrer dans une dépendance aux opioïdes. Ce n'était plus une simple prise de médicaments pour soulager une douleur physique. C'était une dérive lente, insidieuse, qui risquait de la détruire si rien n'était fait. Flore, en entendant ces mots, sentit une vague glaciale la traverser. Elle connaissait la fragilité de sa mère, ses blessures invisibles, ses failles accumulées au fil des années. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle tomberait si bas. Pourtant, il n'y avait pas de place pour la colère ou le jugement. Seulement une nécessité urgente d'agir. Alain, de son côté, avait déjà pris sa décision. Il refusait catégoriquement que l'hôpital soit mis au courant. Non pas par négligence, mais par instinct de protection. Il savait que la moindre révélation pourrait briser définitivement la réputation de Clémence, l'exposer à un regard médical froid, déshumanisé. Alors il optait pour une solution risquée, un sevrage clandestin, encadré par lui-même et Flore. Il lui donna des consignes précises, presque militaires. Ne jamais laisser Clémence seule. Cacher les médicaments. Anticiper les crises. Chaque mot pesait lourd, comme si Alain tentait de contrôler l'incontrôlable à travers une rigueur extrême. Flore accepta sans hésiter, consciente que cette responsabilité allait la consumer autant qu'elle allait la rapprocher de sa mère. Lorsque Flore arriva chez Clémence, l'atmosphère était déjà chargée d'une tristesse palpable. Clémence, assise, semblait réduite à une version d'elle-même, fragile, presque transparente. Ses yeux étaient embués, non seulement par les larmes, mais par une forme de honte qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. Elle savait qu'elle était devenue un fardeau. Le moment où elle remercia Alain, en lui serrant la main, fut empreint d'une intensité silencieuse. Ce n'était pas seulement un geste de gratitude, mais une reconnaissance implicite de sa chute. Et dans ce contact, il y avait à la fois une demande d'aide et une peur immense de ne pas pouvoir s'en sortir. Flore, en préparant un simple bouillon avec les légumes qu'elle avait apportés, tentait de recréer un semblant de normalité. Ce geste banal devenait un acte de résistance. Elle refusait de voir sa mère sombrer sans lutter. Elle croyait encore en sa capacité à se relever, même si chaque signe semblait indiquer le contraire. À des kilomètres de là, dans une salle d'audience froide et impersonnelle, le face-à-face tant redouté commençait enfin. Florent se tenait droit, déterminé, animé par une conviction profonde qu'il n'avait pas encore toutes les pièces du puzzle. Devant lui, Charles apparaissait plus vulnérable qu'il ne l'aurait imaginé. Et pourtant, c'était cette fragilité même qui éveillait ses soupçons. Florent n'était pas seulement là pour poser des questions. Il cherchait à fissurer une carapace, à provoquer une réaction, un détail, un regard qui trahirait la vérité. Il évoqua la balle retirée du corps d'Elliot, un élément clé,
presque obsessionnel dans son argumentation. Chaque mot était choisi avec précision, chaque silence utilisé comme une arme. Charles répondit, encore et encore, avec la même ligne de défense. Il ne savait rien. Il n'était pas au courant des activités d'Elliot. Il ignorait tout du projet de kidnapping visant Thomas. Sa voix restait stable, mais ses yeux, eux, racontaient autre chose. Une peur, une tension, un combat intérieur. Dans l'assistance, Muriel et Boris observaient la scène avec une intensité presque douloureuse. Muriel, en particulier, retenait son souffle à chaque question, redoutant l'instant où Charles pourrait vaciller. Elle connaissait ses limites, ses points de rupture. Et Florent, sans le savoir, s'en approchait dangereusement. Florent, de son côté, ne se laissait pas convaincre. Il sentait, au-delà des mots, une incohérence, une faille. Quelque chose ne collait pas. Et plus Charles s'enfermait dans ses réponses, plus cette intuition se renforçait. Il ne disait pas tout. Il protégeait quelqu'un. Mais qui ? Cette question, suspendue dans l'air, devenait presque une obsession. Car si Charles mentait, alors toute l'affaire prenait une dimension différente. Ce n'était plus seulement une question de faits, mais de relations, de loyauté cachée, de sacrifices invisibles. Pendant que la tension atteignait son paroxysme dans la salle d'audience, un autre drame se jouait, plus discret mais tout aussi lourd de conséquences. Elisabeth, assise face à Claire dans une paillote baignée de lumière, tentait de masquer son trouble. Elle appelait Alain, encore et encore, sans réponse. Chaque message laissé sur le répondeur renforçait un sentiment d'abandon qu'elle refusait de nommer. Claire, attentive, percevait cette agitation. Elle comprenait que quelque chose n'allait pas, même si Elisabeth n'en disait que le strict minimum. Cette dernière évoqua simplement une période compliquée, sans entrer dans les détails. Mais derrière ces mots, il y avait une inquiétude bien plus profonde, liée à l'éloignement progressif d'Alain. Claire, avec une forme de détachement, lui confia qu'elle n'avait pas ce genre de problème. Être seule, en ce moment, lui semblait presque plus simple. Cette remarque, anodine en apparence, résonna différemment pour Elisabeth. Comme un rappel que certaines relations, malgré leur apparente solidité, pouvaient se fragiliser sans prévenir. Ainsi, tandis que les regards se croisaient, que les silences s'étiraient et que les vérités restaient enfouies, chaque personnage avançait sur une ligne invisible, oscillant entre ce qu'il montrait et ce qu'il cachait. Et déjà, sans que personne ne puisse encore le mesurer pleinement, les choix faits ce jour-là commençaient à tracer les contours d'un avenir bien plus sombre. À la sortie de l'audience, l'air semblait plus lourd encore que dans la salle elle-même, comme si la tension accumulée n'avait pas trouvé d'issue. Charles avançait lentement, entouré de Boris et Muriel, mais il donnait l'impression d'être ailleurs, enfermé dans un espace intérieur où personne ne pouvait le rejoindre. Les félicitations de Boris glissaient sur lui sans vraiment l'atteindre, et même les paroles rassurantes de Muriel peinaient à dissiper l'ombre qui persistait dans son regard. Boris, pourtant, s'efforçait de maintenir une forme d'optimisme. Il insistait sur le fait que Charles avait tenu bon, que malgré l'agressivité de Florent, rien n'avait cédé. Dans sa logique, le plus difficile était passé. Peu importait désormais l'issue du procès, l'essentiel était que Charles ne soit plus contraint de se justifier sans cesse. Il voulait croire que ce chapitre pouvait se refermer, que le temps ferait son œuvre, effaçant progressivement les traces de cette affaire. Muriel, elle, oscillait entre soulagement et inquiétude. Elle voulait s'accrocher à cette idée d'un futur apaisé, d'une vie où la mort d'Elliot ne serait plus un sujet omniprésent. Elle proposa presque instinctivement de ne plus en parler, comme si le silence pouvait agir comme un remède. Mais au fond d'elle, une voix persistante lui soufflait que certaines vérités ne disparaissent jamais vraiment, qu'elles se contentent de se cacher, prêtes à ressurgir au moment le plus inattendu. Charles, en les écoutant, esquissa un léger sourire, mais ce geste semblait plus mécanique que sincère. Il savait, mieux que quiconque, que rien n'était réglé. Ce qu'il avait réussi à faire, ce n'était pas échapper à la vérité, mais simplement la maintenir à distance. Et cette distance, fragile, pouvait se réduire à tout moment. Pendant ce temps, Florent, de retour à son cabinet, laissait tomber toute façade. La frustration qui l'habitait depuis la fin de l'audience devenait de plus en plus difficile à contenir. Face à Johanna, il exprima sans détour son sentiment d'échec. Il avait poussé Charles dans ses retranchements, il avait tenté de le déstabiliser, mais il n'avait obtenu aucun aveu, aucun faux pas exploitable. Ce qui le troublait le plus, ce n'était pas tant l'absence de preuves, mais l'impression persistante d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel. Une intuition, presque viscérale, lui disait que Charles mentait. Pas forcément sur tout, mais sur un point crucial. Et ce point, il n'avait pas réussi à le faire émerger. Il repensait au regard de Charles à la barre. Ce mélange de peur et de détermination.
Ce n'était pas le regard d'un homme totalement innocent, mais celui de quelqu'un qui protège. Cette idée s'imposait à lui avec une évidence troublante. Charles ne se battait pas seulement pour lui-même. Il couvrait quelqu'un, et tant que cette personne resterait dans l'ombre, la vérité demeurerait inaccessible. Johanna, en l'écoutant, tenta de tempérer son analyse. Elle lui rappela que les procès ne se gagnent pas uniquement sur des intuitions, mais sur des faits. Pourtant, même elle ne pouvait ignorer la conviction qui animait Florent. Elle connaissait son instinct, sa capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas. Et si cette fois encore, il avait raison ? Dans un tout autre registre, la situation de Clémence continuait de se dégrader, lentement mais inexorablement. Chez elle, l'atmosphère était devenue étouffante, chargée d'une tension permanente. Flore, fidèle aux consignes d'Alain, veillait sans relâche. Chaque geste, chaque regard, chaque silence de sa mère était analysé, anticipé, redouté. Clémence, quant à elle, oscillait entre moments de lucidité et phases de repli. Elle ressentait profondément la honte de sa situation, mais cette conscience ne suffisait pas à la libérer de l'emprise des médicaments. Son corps réclamait ce que son esprit rejetait, créant une contradiction douloureuse qui la fragilisait davantage. Alain, en revenant régulièrement, tentait de garder le contrôle. Il donnait des instructions précises, ajustait les doses, surveillait les réactions. Mais au-delà de son rôle de médecin, il était aussi un homme pris dans un dilemme moral. Il savait que ce qu'il faisait était risqué. Sans encadrement officiel, sans suivi hospitalier, il s'exposait à des conséquences graves. Et pourtant, il persistait, convaincu que c'était la seule manière de protéger Clémence. Il insista une nouvelle fois auprès de Flore, ne jamais la laisser seule. Cette consigne, répétée, prenait une dimension presque obsessionnelle. Car il savait qu'un moment d'inattention pouvait suffire. Une crise, une rechute, un geste incontrôlé, et tout pouvait basculer. Flore, malgré la fatigue qui commençait à s'accumuler, tenait bon. Elle refusait de céder au découragement. Elle croyait en sa mère, en sa capacité à se relever. Mais au fond d'elle, une peur persistante grandissait, et si cette bataille était déjà perdue ? À quelques kilomètres de là, dans un cadre bien plus léger en apparence, Marc partageait son enthousiasme avec Paloma. Les chiffres de leur podcast étaient excellents, dépassant même leurs attentes. Pour lui, c'était la preuve que leur projet avait un réel potentiel, qu'il pouvait s'inscrire dans la durée. Il évoquait déjà de nouvelles idées, de nouveaux formats, des collections dédiées à des figures inspirantes du sport ou du monde associatif. Son esprit bouillonnait de projets, porté par une énergie créative presque contagieuse. Mais face à lui, Fourneau semblait absent. Son regard était ailleurs, perdu dans des pensées qu'il ne partageait pas. Il n'écoutait qu'à moitié, répondant par des monosyllabes, comme si tout cela n'avait aucune importance. Car en réalité, ses préoccupations étaient tout autres. Elisabeth occupait son esprit, d'une manière presque obsessionnelle. Cette femme, avec son caractère fort, son indépendance, exerçait sur lui une attraction qu'il ne contrôlait plus vraiment. Et cette attirance, il savait qu'elle était dangereuse. Non seulement pour lui, mais aussi pour Valérie. Valérie, justement, se confiait à une amie, dans un moment de vulnérabilité rare. Elle parlait de ses doutes, de ses soupçons. Elle était convaincue que Fourneau avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Ce n'était pas la première fois. Les infidélités s'étaient répétées, laissant derrière elles des blessures jamais vraiment refermées. Et pourtant, malgré la souffrance, elle admettait une vérité qu'elle avait longtemps refusé de voir, elle ne pourrait jamais le quitter. Cette dépendance émotionnelle la piégeait, l'empêchant de rompre un lien devenu toxique. Elle le savait, et cette lucidité rendait la situation encore plus douloureuse. Dans l'ombre de toutes ces histoires, une autre intrigue prenait forme, bien plus inquiétante. En prison, Ève avançait dans son plan avec une détermination glaciale. Chaque geste était calculé, chaque étape minutieusement préparée. Elle parvint à faire passer une nouvelle pièce de l'arme, dissimulée avec une précision redoutable. Mais ce n'était pas tout. Elle introduisit également une capsule contenant un mélange de kétamine et de propofol, une combinaison dangereuse, capable de provoquer une perte de conscience rapide. Face à Alice, elle exposa calmement la suite des opérations. Elle choisit un jour précis, un moment stratégique où aucune audience ne viendrait perturber leur plan. Tout était pensé pour maximiser leurs chances de réussite. Mais au-delà de la logistique, c'était le regard d'Ève qui frappait. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de doute. Elle avait franchi une limite. Ce qu'elle préparait n'était pas un simple acte de rébellion, mais une véritable tentative d'élimination. Lorsqu'elle demanda à Alice de lui faire confiance, ses mots résonnèrent avec une intensité particulière. « On ira jusqu'au bout ensemble ». Cette phrase, lourde de sens, scellait un pacte dont les conséquences pourraient être irréversibles.
Ainsi, tandis que certains tentaient de reconstruire, de protéger ou de comprendre, d'autres s'enfonçaient dans des choix de plus en plus radicaux. Et dans cet équilibre fragile, où chaque décision pouvait faire basculer les choses, une certitude s'imposait peu à peu, rien ne resterait longtemps sous contrôle. Dans le même temps, alors que chacun tentait de retrouver une forme d'équilibre après les secousses de la journée, une impression persistante commençait à s'installer, presque imperceptible au départ, mais suffisamment forte pour troubler ceux qui y étaient sensibles. Rien n'était réellement terminé. Au contraire, tout semblait suspendu, comme si les événements récents n'étaient qu'un prélude à quelque chose de plus profond, de plus dérangeant. Florent, resté seul dans son bureau une fois Johanna partie, se replongea mentalement dans chaque instant de l'audience. Il revivait les réponses de Charles, les silences, les hésitations presque invisibles. Il analysait chaque détail avec une précision obsessionnelle, comme un puzzle dont il lui manquerait une pièce essentielle. Ce qui le perturbait le plus n'était pas ce qui avait été dit, mais ce qui ne l'avait pas été. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta devant la fenêtre. La ville s'étendait devant lui, indifférente à ses interrogations. Et pourtant, il avait cette certitude ancrée au plus profond de lui, Charles mentait. Pas de manière grossière, pas au point de s'effondrer sous la pression, mais avec une maîtrise qui rendait le mensonge encore plus inquiétant. Ce n'était pas un mensonge pour se sauver, c'était un mensonge pour protéger. Cette idée revenait sans cesse, s'imposant à lui comme une évidence. Protéger qui, et surtout, pourquoi? Si Charles avait effectivement connaissance des activités d'Elliot, s'il avait été impliqué, même indirectement, alors son silence n'était pas un hasard. Il répondait à une logique, à un lien, à une loyauté qui dépassait le cadre strict de l'affaire. Florent savait qu'il n'avait pas encore les éléments nécessaires pour prouver quoi que ce soit. Mais il refusait d'abandonner cette piste. Car dans ce genre d'affaires, la vérité ne se trouvait jamais à la surface. Elle se cachait dans les zones grises, dans les contradictions, dans les regards fuyants. À cet instant précis, il comprit que le procès ne se jouerait pas uniquement dans la salle d'audience. Il faudrait creuser ailleurs, interroger différemment, observer ce qui échappait aux procédures classiques. Car si Charles avait réussi à tenir face aux questions, cela signifiait qu'il était préparé. Et quelqu'un, quelque part, l'avait aidé à se préparer. Pendant ce temps, Muriel et Boris avaient raccompagné Charles. L'ambiance, dans cet espace clos, était étrange, presque irréelle. Comme si les mots devenaient inutiles, incapables de traduire ce qui se jouait réellement. Muriel observait Charles en silence. Elle cherchait à retrouver le garçon qu'elle connaissait, celui avec qui elle partageait des moments simples, loin de toute cette tension. Mais ce qu'elle voyait désormais, c'était un homme marqué, transformé par ce qu'il traversait. Elle tenta de briser le silence en évoquant l'idée de tourner la page, de laisser derrière eux cette histoire. Sa voix était douce, presque fragile, comme si elle cherchait à se convaincre elle-même autant qu'à convaincre les autres. Elle proposa qu'il cesse de parler d'Elliot, qu'il se concentre sur l'avenir. Charles hocha la tête, sans vraiment répondre. Il comprenait son besoin, son envie de normalité. Mais pour lui, rien n'était aussi simple. Tourner la page impliquait d'oublier, et il savait qu'il ne pourrait pas oublier. Pas totalement. Boris, de son côté, insistait sur l'idée que le pire avait été évité. Il répétait que l'essentiel était que Charles n'ait pas craqué, qu'il ait tenu bon face à Florent. Pour lui, cette résistance était une victoire en soi. Une preuve que Charles pouvait s'en sortir. Mais derrière ces paroles, il y avait aussi une forme de déni. Boris refusait d'envisager l'hypothèse que Florent puisse avoir raison. Il refusait d'imaginer que Charles puisse cacher quelque chose. Car cela remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir. Dans un autre lieu, plus calme en apparence, Flore poursuivait sa veille auprès de Clémence. Le temps semblait s'étirer, chaque minute devenant une épreuve. Les symptômes du sevrage commençaient à apparaître, discrets au début, mais de plus en plus visibles. Clémence alternait entre agitation et abattement. Son corps réagissait à l'absence de la substance à laquelle il s'était habitué. Des tremblements légers, des sueurs, une irritabilité qu'elle ne parvenait pas à contenir. Chaque réaction rappelait la violence du processus en cours. Flore restait présente, attentive, tentant d'anticiper chaque crise. Elle parlait peu, consciente que les mots pouvaient parfois aggraver la situation. Sa présence, silencieuse mais constante, devenait un point d'ancrage pour sa mère. À plusieurs reprises, Clémence la regarda avec une intensité particulière, comme si elle cherchait à lui dire quelque chose sans en avoir la force. Il y avait dans ses yeux une forme de reconnaissance, mais aussi une peur profonde. La peur de ne pas s'en sortir. Alain, en revenant, observa la scène avec un regard professionnel, mais aussi chargé d'émotion. Il savait que le plus difficile ne faisait que commencer.
Le sevrage n'était pas un processus linéaire. Il impliquait des hauts et des bas, des moments de rechute, des instants de découragement. Il rappela une nouvelle fois à Flore l'importance de la vigilance. Ne rien laisser au hasard. Surveiller chaque détail. Car dans ce type de situation, la moindre erreur pouvait avoir des conséquences graves. Mais au-delà de ces consignes, Alain ressentait lui aussi une tension grandissante. Il savait qu'il prenait un risque en agissant ainsi, en dehors du cadre hospitalier. Et cette décision, il l'assumait seul. Sans en parler à Elisabeth. Sans lui donner la moindre explication. Elisabeth, justement, continuait de ressentir ce manque, cette absence. Les appels restaient sans réponse, les messages sans retour. Ce silence, inhabituel, nourrissait ses inquiétudes. Assise face à Claire, elle tentait de maintenir une apparence de normalité. Mais son esprit était ailleurs, occupé par cette question qui revenait sans cesse. Pourquoi Alain s'éloignait-il ainsi? Claire, de son côté, percevait cette tension, sans en comprendre l'origine exacte. Elle sentait que quelque chose se fissurait, mais elle ne cherchait pas à aller plus loin. Peut-être par respect, peut-être par prudence. Dans un autre registre, Valérie poursuivait sa conversation avec son amie. Plus elle parlait, plus elle prenait conscience de la situation dans laquelle elle se trouvait. Ses soupçons concernant Fourneau n'étaient pas nouveaux, mais ils prenaient désormais une dimension plus concrète. Elle évoqua les annulations répétées, les absences inexpliquées, les regards fuyants. Autant de signes qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et pourtant, malgré tout cela, elle restait. Cette incapacité à partir, elle la reconnaissait désormais sans détour. Elle savait que ce lien, aussi douloureux soit-il, faisait partie d'elle. Et que le rompre signifierait affronter une solitude qu'elle redoutait plus encore que la trahison. Pendant ce temps, en prison, Ève avançait dans son plan avec une précision méthodique. Chaque étape franchie renforçait sa détermination. Elle n'était plus dans l'hésitation, mais dans l'action. Alice, face à elle, ressentait à la fois une fascination et une inquiétude. Elle comprenait la gravité de ce qui se préparait, mais elle se laissait entraîner par la conviction d'Ève. Cette dernière parlait avec une assurance qui ne laissait pas de place au doute. Le choix du moment, l'organisation, les détails. Tout était pensé, rien n'était laissé au hasard. Et cette rigueur rendait le plan encore plus inquiétant. Lorsqu'Ève évoqua l'utilisation de la drogue, son ton resta neutre, presque détaché. Comme si elle parlait d'une simple formalité. Mais derrière cette apparente froideur, il y avait une détermination implacable. Elle ne cherchait pas seulement à agir. Elle cherchait à aller jusqu'au bout. À franchir une ligne dont elle ne pourrait plus revenir. Ainsi, tandis que certains tentaient de maintenir un fragile équilibre, d'autres s'enfonçaient dans des choix de plus en plus radicaux. Et dans cette dynamique opposée, une tension invisible continuait de croître, prête à éclater au moindre faux pas. À ce moment-là, les apparences commençaient à se fissurer, lentement mais sûrement, comme si chaque personnage, malgré ses efforts pour garder le contrôle, était en train d'atteindre une limite invisible. Rien n'explosait encore, rien ne basculait ouvertement, mais une accumulation de tensions, de silence et de non-dits transformait chaque interaction en terrain fragile. Florent, toujours hanté par son échec apparent à l'audience, décida de ne pas rester passif. Il savait que le temps jouait contre lui, que plus les jours passeraient, plus Charles consoliderait sa version des faits. Il entreprit alors de reprendre le dossier sous un angle différent, en se concentrant non plus uniquement sur les faits, mais sur les liens. Car dans ce type d'affaires, ce ne sont pas seulement les actions qui trahissent, mais les relations. Il s'interrogea sur Elliot, sur son entourage, sur ceux qui auraient pu être au courant de ses activités. Et surtout, il chercha à comprendre quelle place Charles occupait réellement dans ce réseau. Était-il un simple témoin, un complice passif, ou un élément clé dissimulé derrière une façade d'innocence? Cette réflexion le mena à une conclusion dérangeante, Charles n'était pas isolé. Quelqu'un d'autre savait, quelqu'un d'autre avait intérêt à ce que la vérité reste enfouie. Et tant que cette personne ne serait pas identifiée, le procès resterait incomplet. Dans le même temps, Charles, de retour dans son environnement familier, tentait de retrouver un semblant de normalité. Mais chaque geste, chaque moment de calme était parasité par ce qu'il venait de vivre. Les questions de Florent résonnaient encore dans son esprit, comme un écho impossible à faire taire. Il repensait particulièrement à cette insistance sur Elliot, à cette manière qu'avait Florent de revenir encore et encore sur les mêmes points, comme s'il cherchait à provoquer une faille. Et à plusieurs reprises, Charles avait senti cette faille se rapprocher dangereusement. Ce qui l'effrayait le plus, ce n'était pas d'avoir menti. C'était d'avoir failli dire la vérité. Muriel, de son côté, continuait d'observer ces changements avec une inquiétude grandissante.
Elle percevait chez Charles une distance nouvelle, une forme de repli qui ne lui ressemblait pas. Elle voulait croire que tout cela n'était qu'une réaction temporaire, liée au stress du procès. Mais au fond d'elle, une intuition persistante lui soufflait que quelque chose lui échappait. Elle tenta une approche douce, cherchant à le rassurer, à recréer un lien. Elle parla d'avenir, de projet, de cette possibilité de tourner la page. Mais ces mots semblaient glisser sur Charles, sans vraiment l'atteindre. Boris, lui, restait fidèle à son rôle de médiateur. Il intervenait, reformulait, tentait de maintenir une cohésion entre eux. Mais même lui commençait à ressentir une forme de malaise. Il ne comprenait pas entièrement ce qui se jouait, mais il percevait que l'équilibre était fragile. Dans un autre registre, la situation de Clémence atteignait un stade plus critique. Les effets du sevrage devenaient plus violents, plus difficiles à contenir. Les tremblements s'intensifiaient, les moments de lucidité se faisaient plus rares, remplacés par des phases de confusion et d'agitation. Flore, épuisée mais déterminée, continuait de veiller. Elle suivait les consignes d'Alain à la lettre, mais elle se rendait compte que la théorie ne suffisait pas à affronter la réalité. Chaque crise la mettait face à ses limites, à son impuissance. Clémence, dans ces moments de détresse, oscillait entre rejet et dépendance. Elle implorait parfois qu'on lui rende ses médicaments, puis, quelques instants plus tard, exprimait sa honte, son désir de s'en sortir. Cette contradiction permanente rendait la situation encore plus éprouvante. Alain, en observant cette évolution, comprit que le processus serait plus long et plus difficile que prévu. Il ajusta son approche, tenta de trouver un équilibre entre fermeté et soutien. Mais au fond de lui, une inquiétude persistante grandissait. Car il savait que ce qu'il faisait ne pourrait pas rester secret indéfiniment. Elisabeth, de son côté, continuait de ressentir cet éloignement comme une blessure silencieuse. Les appels sans réponse, les absences répétées, tout cela construisait une distance qu'elle ne comprenait pas. Assise seule, elle repensait à sa relation avec Alain, à ce qu'elle croyait être une stabilité, une évidence. Et pour la première fois, elle envisageait la possibilité que cette certitude ne soit qu'une illusion. Cette pensée, diffuse mais persistante, commençait à s'installer en elle, alimentant une méfiance qu'elle n'avait jamais vraiment ressentie auparavant. Dans un tout autre espace, celui de la prison, l'atmosphère était bien différente, mais tout aussi chargée de tension. Ève avançait avec une précision qui ne laissait rien au hasard. Chaque étape de son plan se mettait en place, lentement, méthodiquement. Alice, bien que toujours impliquée, ressentait une forme de pression croissante. Elle comprenait que ce qu'elle préparait dépassait le simple acte de défi. Il s'agissait d'un point de non-retour. Ève, quant à elle, semblait avoir accepté cette réalité. Elle ne cherchait plus à reculer, ni même à douter. Elle avançait, portée par une détermination froide, presque implacable. Le moment choisi approchait, et avec lui, la possibilité que tout bascule. Pendant ce temps, ailleurs, Valérie continuait de vivre dans cette contradiction permanente. Elle voyait les signes, elle comprenait ce qui se passait, et pourtant, elle restait. Cette immobilité, cette incapacité à agir, la consumait lentement. Mais elle n'avait pas encore trouvé la force de rompre ce cycle. Fourneau, de son côté, poursuivait son chemin, pris dans ses propres contradictions. Attiré par Elisabeth, distant avec Valérie, il avançait sans réellement mesurer les conséquences de ses choix. Ainsi, dans cette multitude de trajectoires croisées, une tension commune se dessinait. Chacun avançait, porté par ses propres motivations, ses propres peurs, ses propres secrets. Et sans qu'aucun ne puisse encore le voir clairement, toutes ces lignes étaient en train de converger vers un point unique, où les vérités cachées ne pourraient plus rester dans l'ombre. Dans le même temps, une fatigue invisible commençait à s'installer chez chacun, une lassitude née de la tension constante, des efforts pour maintenir des équilibres précaires. Rien n'explosait encore, mais tout semblait sur le point de céder, comme si chaque personnage avançait sur une ligne trop fine pour supporter davantage de poids. Charles, seul un instant, laissait enfin tomber cette rigidité qu'il s'imposait depuis le matin. Il passa une main sur son visage, comme pour effacer les traces de l'audience, mais les mots de Florent restaient gravés en lui avec une précision troublante. Chaque question, chaque insinuation, avait touché quelque chose de profondément enfoui. Ce n'était pas seulement la peur d'être découvert qui le rongeait, c'était le souvenir de ce qu'il savait, de ce qu'il avait vu, et surtout, de ce qu'il avait choisi de taire. Il revoyait Elliot, non pas comme une simple victime ou un criminel, mais comme quelqu'un de complexe, imprévisible, dangereux. Et dans ses souvenirs, il y avait des détails qu'il n'avait jamais partagés. Des instants où il aurait pu parler, où il aurait pu intervenir. Mais il ne l'avait pas fait. Ce silence, aujourd'hui, devenait un fardeau.
Muriel, en le rejoignant, sentit immédiatement ce changement. Elle ne posa pas de questions directes, mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. Elle n'était pas naïve. Elle comprenait que Charles n'était pas simplement victime des circonstances, qu'il y avait en lui quelque chose de plus lourd, de plus difficile à porter. Elle tenta pourtant de maintenir une forme de douceur, de normalité. Elle évoqua des choses simples, des projets à venir, comme pour lui offrir une échappatoire. Mais chaque mot semblait tomber dans un vide, incapable d'atteindre réellement Charles. Boris, lui, observait en silence. Il n'intervenait pas immédiatement, préférant analyser la situation. Et peu à peu, lui aussi commençait à percevoir ce décalage. Cette distance, cette impression que Charles n'était plus tout à fait là. Il tenta finalement de relancer la conversation, de ramener un peu de légèreté. Mais même lui sentit que quelque chose résistait, que le lien entre eux trois était en train de se transformer. Dans un autre lieu, la situation de Clémence atteignait un point critique. Les symptômes du manque devenaient de plus en plus violents, presque incontrôlables. Les tremblements n'étaient plus discrets. Il secouait son corps avec une intensité inquiétante. La sueur perlait sur son front, son regard se perdait par moments dans une confusion profonde. Flore, épuisée, continuait de tenir. Mais ses gestes devenaient mécaniques, dictés par la nécessité plus que par une réelle maîtrise. Elle tentait de calmer sa mère, de la rassurer, mais les crises se succédaient sans répit. À plusieurs reprises, Clémence tenta de se lever, de chercher quelque chose, comme guidée par un besoin irrépressible. Flore dut intervenir, la retenir, la ramener doucement, avec une patience qui frôlait l'épuisement. Alain, en arrivant, comprit immédiatement que la situation avait évolué. Il observa, évalua, puis prit des décisions rapides. Il ajusta le protocole, modifia certaines doses, tenta de stabiliser ce qui pouvait encore l'être. Mais au fond de lui, une évidence s'imposait, ils étaient en train de perdre le contrôle. Il regarda Flore, et dans ce regard, il y avait à la fois de la reconnaissance et une inquiétude qu'il ne pouvait plus masquer. Il savait qu'il lui demandait beaucoup. Trop, peut-être. Et malgré tout, il continuait. Car renoncer signifierait admettre qu'il avait fait une erreur. Pendant ce temps, Elisabeth, seule face à elle-même, laissait ses pensées dériver vers des zones qu'elle évitait habituellement. Elle repensait à Alain, à leurs moments partagés, à cette complicité qu'elle croyait solide. Mais désormais, chaque souvenir était teinté d'un doute, d'une question qui revenait sans cesse, que lui cachait-il ? Elle n'avait aucune preuve, aucun élément concret, mais l'absence, le silence, les non-réponses, tout cela formait un ensemble trop cohérent pour être ignoré. Elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'une phase, une situation temporaire. Mais une part d'elle savait que quelque chose était en train de changer. Et ce changement, elle ne le contrôlait pas. Dans la prison, l'atmosphère était différente, mais tout aussi chargée. Ève avançait vers ce qu'elle avait décidé, sans retour possible. Chaque étape franchie renforçait sa détermination, mais aussi la gravité de ce qu'elle préparait. Alice, à ses côtés, ressentait de plus en plus le poids de cette décision. Elle comprenait désormais pleinement ce que cela impliquait. Ce n'était pas un simple acte de vengeance ou de défi. C'était un point de rupture. Ève, pourtant, restait d'un calme impressionnant. Elle parlait peu, mais chaque mot était précis, contrôlé. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et surtout, elle acceptait les conséquences. Lorsqu'elle évoqua une nouvelle fois le moment choisi, son regard ne laissait place à aucun doute. Tout était prêt, il ne restait plus qu'à agir. Cette certitude, cette absence totale d'hésitation, était peut-être ce qu'il y avait de plus inquiétant. Car elle signifiait que rien ne pourrait l'arrêter. Dans un autre registre, Valérie continuait de lutter intérieurement. Elle oscillait entre colère et résignation, entre envie de partir et incapacité à le faire. Elle repensait à Fourneau, à leurs années ensemble, aux promesses, aux déceptions. Et plus elle y pensait, plus elle réalisait que ce qu'elle vivait n'était pas nouveau. Ce cycle, elle le connaissait. Elle l'avait déjà traversé. Mais cette fois, quelque chose était différent. Peut-être une fatigue, peut-être une prise de conscience. Elle n'était pas encore prête à agir. Mais une fissure venait de se créer. Et cette fissure, avec le temps, pourrait devenir une rupture. Ainsi, tandis que chacun avançait, porté par ses propres conflits, une tension commune continuait de croître. Invisible, silencieuse, mais inévitable. Et déjà, sans que personne ne puisse encore l'anticiper pleinement, les conséquences de ses choix commençaient à se dessiner. À cet instant précis, l'ensemble des trajectoires semblait converger vers une zone de tension où plus rien ne pouvait réellement rester sous contrôle,
même si, en apparence, chacun continuait à avancer comme si rien d'irréversible n'avait encore été enclenché. Ce qui dominait désormais, ce n'était pas une explosion immédiate, mais une accumulation progressive de pression intérieure, de doutes et de choix silencieux qui, mis bout à bout, dessinaient déjà les contours d'un basculement inévitable. Charles, laissé seul face à lui-même après les événements de la journée, ressentait avec une intensité croissante le poids de ce qu'il portait en lui depuis le début de cette affaire. Le calme qu'il avait réussi à afficher à la barre n'était en réalité qu'une construction fragile, maintenue au prix d'un effort constant, presque épuisant, et qui menaçait désormais de s'effondrer sous la répétition des souvenirs et des interrogations. Plus il tentait de se convaincre qu'il maîtrisait la situation, plus les images revenaient avec précision, notamment ce moment où Florent avait insisté, non pas avec agressivité, mais avec cette volonté presque méthodique de comprendre ce qui se dissimulait derrière ses réponses. Ce regard, Charles ne parvenait pas à l'effacer, car il ne s'agissait pas d'un simple soupçon, mais d'une forme de lucidité inquiétante qui semblait capable de remonter jusqu'à ce qu'il avait soigneusement enfoui. Ce qui le troublait le plus n'était pas tant le risque d'être démasqué que la sensation d'avoir été, à un instant précis, sur le point de céder, comme si la vérité avait failli s'imposer d'elle-même, indépendamment de sa volonté de la contenir. À partir de cet instant, il comprenait que son silence n'était plus seulement une stratégie, mais une lutte permanente contre lui-même. Muriel, en parallèle, ne pouvait plus ignorer ce décalage qui s'était progressivement installé entre eux, et qui ne relevait plus d'une simple fatigue liée au procès. Elle percevait désormais avec une clarté troublante que Charles ne lui livrait pas tout, même si elle ne parvenait pas encore à définir précisément ce qui lui échappait. Son approche restait mesurée, presque prudente, car elle refusait de provoquer une rupture brutale, mais elle ne pouvait s'empêcher de chercher à recréer un lien basé sur la confiance, évoquant indirectement la nécessité de transparence et d'honnêteté dans une situation aussi fragile. Face à cette tentative, Charles resta fermé, non pas par indifférence, mais par incapacité à franchir cette limite qu'il s'était lui-même imposée, ce qui eut pour effet d'accentuer encore davantage l'inquiétude de Muriel. Ce silence, plus lourd que n'importe quelle réponse, agissait comme une confirmation implicite, et c'est précisément cette absence de mots qui installait un doute durable, difficile à dissiper par la suite. Boris, observateur attentif de cette dynamique, comprit à son tour que quelque chose venait de changer de manière irréversible, même si rien n'avait été explicitement formulé. Jusqu'alors, il s'était appuyé sur une certitude simple, celle de l'innocence de Charles ou, du moins, de sa bonne foi. Mais en assistant à cette scène, en percevant cette distance, il commença à envisager une hypothèse qu'il avait jusque-là refusé d'explorer, à savoir que Florent n'était peut-être pas totalement dans l'erreur. Cette prise de conscience, encore embryonnaire, introduisait une fissure dans l'équilibre qu'il s'efforçait de maintenir. Dans un autre espace, où la tension prenait une forme plus physique et immédiate, la situation de Clémence atteignait un seuil critique qui rendait désormais toute illusion de contrôle de plus en plus difficile à maintenir. Les manifestations du sevrage s'intensifiaient, non seulement en fréquence, mais aussi en violence, transformant ce qui avait été envisagé comme un processus encadré en une épreuve chaotique, marquée par des crises imprévisibles et des phases de confusion de plus en plus marquées. Flore, malgré son épuisement visible, continuait d'assumer son rôle avec une détermination remarquable, mais ses gestes perdaient progressivement en précision, non par manque de volonté, mais en raison de la fatigue accumulée et de la pression constante. Elle tentait de répondre à chaque réaction de sa mère, d'anticiper chaque crise, mais elle se heurtait à une réalité plus complexe que ce qu'elle avait imaginé, où la volonté seule ne suffisait plus à contenir les effets du manque. Alain, en observant cette évolution, comprit que la situation lui échappait progressivement, même s'il refusait encore de le formuler ouvertement. Son engagement dans ce sevrage clandestin, qu'il avait initialement justifié par une volonté de protection, se transformait en un dilemme de plus en plus difficile à assumer, car il savait que chaque décision prise en dehors du cadre médical officiel augmentait les risques pour Clémence. Pourtant, malgré cette lucidité, il persistait, incapable de revenir en arrière sans reconnaître une erreur qui pourrait avoir des conséquences graves. Dans le même temps, Elisabeth se retrouvait confrontée à une forme de solitude intérieure qu'elle n'avait pas anticipée, car l'absence répétée d'Alain, combinée à son silence, ne pouvait plus être interprétée comme une simple coïncidence ou une période passagère. Ce qui s'installait en elle n'était pas encore une certitude, mais une accumulation de signes suffisamment cohérents pour alimenter un doute persistant, qui venait fragiliser une relation qu'elle pensait stable. Ce doute, loin de s'exprimer immédiatement, prenait la forme d'une réflexion plus profonde, presque introspective, au cours de laquelle elle revisitait les fondements de sa relation avec Alain, cherchant à identifier à quel moment quelque chose avait commencé à se transformer.
Ce processus, lent mais inexorable, la conduisait vers une décision qu'elle n'était pas encore prête à formuler clairement, mais dont la nécessité commençait à s'imposer. Dans l'univers clos de la prison, la tension prenait une autre dimension, plus froide, plus méthodique, où chaque geste d'Ève témoignait d'une détermination qui ne laissait place à aucune hésitation. Ce qu'elle avait préparé ne relevait plus d'une simple intention, mais d'un plan structuré, avancé, dont chaque étape avait été anticipée avec une précision inquiétante. Alice, bien qu'impliquée, ressentait désormais pleinement le poids de ce qu'elle s'apprêtait à accomplir, car la réalité de leur projet ne pouvait plus être atténuée par des justifications ou des rationalisations. Elle comprenait que ce qui allait se produire aurait des conséquences irréversibles, non seulement pour leur cible, mais aussi pour elle-même. Pourtant, face à la détermination d'Ève, elle se retrouvait entraînée dans une dynamique dont elle ne maîtrisait plus totalement l'issue. Ève, de son côté, ne montrait aucun signe de doute, et cette absence d'hésitation constituait en elle-même un élément profondément troublant, car elle traduisait une acceptation totale des conséquences à venir. Ce qui se préparait n'était plus une possibilité, mais une certitude en cours de réalisation. Enfin, dans un registre plus intime, Valérie atteignait un point de bascule intérieur qui, bien que discret, marquait une évolution significative. La répétition des trahisons, combinée à une fatigue émotionnelle accumulée au fil du temps, commençait à produire un effet différent de celui qu'elle avait connu jusque-là. Ce n'était plus seulement de la souffrance ou de la résignation, mais une forme de lucidité nouvelle, qui l'amenait à envisager une réalité qu'elle avait longtemps refusé d'affronter. Elle n'était pas encore prête à agir, ni à rompre avec ce qui la retenait, mais quelque chose s'était modifié dans sa perception de la situation, ouvrant la possibilité d'un changement futur. Cette évolution, encore fragile, constituait néanmoins un premier pas vers une remise en question plus profonde. Ainsi, à travers l'ensemble de ces trajectoires, une dynamique commune se dessinait, marquée par une montée progressive des tensions et une accumulation de décisions qui, bien que prises individuellement, contribuaient à créer un point de convergence inévitable. Rien n'avait encore éclaté de manière visible, mais tout était déjà en mouvement, et chaque silence, chaque doute, chaque choix non exprimé participait à la construction d'un moment où la vérité ne pourrait plus être contenue.